chaque année, depuis 2012, nous présentons un budget où les finances communales sont amputées de plusieurs millions d'euros. Cela deviendrait presque une habitude, mais ça ne doit en aucun cas l'être. Comme je vous l'ai dit lors du dernier conseil municipal, si l'on fait le total, depuis maintenant 14 ans, ce sont cumulés 450 millions d'euros que notre ville, ses habitants et ses habitantes ont perdus. Oui, vous avez bien entendu, 450 millions d'euros, soit plus d'une année entière de notre budget. C'est considérable. Grâce à une gestion rigoureuse, grâce à l'investissement des agents municipaux, que je veux une nouvelle fois remercier ici, grâce à l'engagement de toutes et tous en faveur du service public local, nous avons réussi à ne supprimer aucun service directement rendu à la population, tout en maîtrisant jusqu'à présent la trajectoire financière de notre ville. Rappelons que contrairement à l'État, une collectivité territoriale ne peut présenter un budget en déséquilibre. Le gouvernement a donc beau jeu de tenir aujourd'hui les collectivités locales responsables du dérapage des finances publiques, quand même à le rappeler certains responsables politiques. Ne nous y trompons pas pour autant. Si nous avons pu bénéficier d'une relative accalmie cette année, nous savons toutes et tous que les politiques d'austérité et de remise en cause des services publics risquent encore de durer longtemps dans notre pays. Nous savons toutes et tous que dans le même temps, ces politiques vont priver le budget de la nation de sommes considérables, évaluées à 211 milliards d'euros par un rapport parlementaire, 211 milliards d'euros d'aides publiques accordées aux grandes entreprises sans contrôle ni contrepartie. Il est profondément injuste aujourd'hui de donner autant au secteur privé alors qu'il est demandé tant d'efforts dans les collectivités locales, premier acteur de la solidarité aux côtés des associations. Il est profondément injuste de vouloir affaiblir les services publics qui protègent nos concitoyens alors que dans le même temps, ceux-ci subissent de plein fouet une nouvelle crise économique internationale de très grande ampleur, avec une hausse des prix de l'énergie, notamment. Et il est profondément injuste de ponctionner autant Nanterre lorsqu'on connaît les besoins et les souhaits de nos habitants. Ceux-ci ont en effet fait des choix clairs pour Nanterre. Ils se sont exprimés en faveur d'une ville solidaire, d'une ville qui protège les plus fragiles d'entre nous et qui lutte contre les inégalités. Ils se sont exprimés en faveur d'une ville qui s'adapte, d'une ville qui fait face au dérèglement climatique, qui s'engage en faveur de la nature et du vivant, et qui fait vivre une écologie populaire, qui se soucie autant de la fin du monde que de la fin du mois. Ils se sont exprimés en faveur d'une ville où chacun a les mêmes droits et les mêmes chances de bien grandir, d'apprendre, d'étudier, de se divertir, de réfléchir, mais aussi de s'engager pour le vivre ensemble et pour un monde plus juste. Ils se sont enfin exprimés en faveur d'une ville qui se mobilise, d'une ville qui résiste, contre les fermetures de classes, contre la casse des services publics, pour la paix et le respect du droit international. Ces choix doivent être respectés. C'est une question démocratique. Ce budget s'inscrit dans cette dynamique avec le vote de crédit pour la mise en place dès cette année de plusieurs de nos engagements phares, comme le pass solidaire à destination des enfants plus modestes, ou encore le kit de fournitures scolaires distribué gratuitement à chaque enfant d'élémentaire dès la rentrée prochaine. Comme vous le voyez, nous sommes déjà pleinement mobilisés et à la tâche pour continuer à faire avancer Nanterre. Vous pouvez compter sur la détermination de l'ensemble de l'équipe municipale et de moi-même pour continuer à l'être au cours des prochaines années. Je vous remercie et je passe la parole à Jérôme. Je serai moins lyrique que monsieur le maire, en tout cas à ce stade de l'exercice. Et je commencerai par remercier les participants à la commission de préparation du conseil municipal qui nous ont permis, je ne sais pas si c'est d'évacuer, en tout cas d'évoquer des questions qui avaient l'ordre plus technique et de compréhension du budget. Et je crois que c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, on a un diaporama, donc je peux encore... Voilà, super, j'allais meubler sinon. Évidemment, comme on a voté le rapport d'orientation budgétaire il y a très peu de temps, compte tenu du contexte électoral,
À vrai dire, l'exercice d'aujourd'hui est, comment dire, était peu une forme de répétition de ce qu'on a déjà dit pour une grande partie. Les choses n'ont pas bougé depuis les orientations budgétaires. On a un arrondi qui a changé dans la présentation du budgétaire par rapport à Europe, pardon. Donc vous allez retrouver, j'espère, vos petits par rapport à la précédente discussion d'il y a il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines. Hein. Et on a essayé de faire une présentation qui aborde des sujets qu'on n'est pas forcément abordés dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire pour faire comprendre, déjà, par souci de pédagogie, mais aussi pour essayer de se projeter sur les difficultés qu'on pourrait éventuellement rencontrer à l'avenir. Un budget n'est jamais parfait, il est toujours contraint. Et dans cet interstice-là, je vais y arriver, on essaie de trouver le bon équilibre entre les mesures que l'on doit prendre ou que l'on veut prendre pour la population et la réalité des ressources qui sont les nôtres, en ajustant évidemment autant que possible les charges qui vont avec. Alors, pour l'année 2026, et donc ce budget, on retrouve le budget à 420,6 millions d'euros. C'est là qu'il y a un arrondi différent, donc il est à 420,7 millions d'euros dans le rapport d'orientation budgétaire. Il y a des tout petits ajustements qui nous amènent à cette toute petite modification par rapport aux robes. Pour le reste, à vrai dire, rien ne change quant à la division entre la section de fonctionnement à 299,7 millions d'euros et celle d'investissement à 120,9 millions d'euros, avec les grandes orientations que vous retrouvez sur la partie gauche de cette diapositive. Toujours garantir aux nantériennes et nantériens un haut niveau de service public, compte tenu par ailleurs des fragilités de la population nantérienne. C'est pour nous une question d'égalité, de vrai accès à l'égalité républicaine pour les nantériennes et nantériens, qui ne s'effectue pas dans les mêmes conditions que par rapport aux communes avoisinantes, pour des raisons que vous connaissez. Le deuxième engagement, c'est d'assurer la stabilité des taux de fiscalité. C'est un engagement qui est un engagement pour cette année. Je ne sais pas ce qu'il en sera l'année prochaine, mais j'y reviendrai sur la partie des inconnus. Concrétiser la mise en œuvre des premiers engagements du mandat. On a vu dans le cadre du ROB desquels il s'agirait. On va les retrouver à la fin de ce diaporama. Et puis poursuivre un niveau ambitieux d'investissement qui reste au niveau, par ailleurs, finançable par nos capacités sans prendre de risques excessifs. Sur les recettes fiscales, donc vous savez qu'elles sont quand même le nerf de la guerre. Donc rappelez, comme on l'a fait déjà dans le cadre du ROB, que ce sont les entreprises qui financent à 60%, qui contribuent à 60% de ces recettes fiscales et à 40% les ménages, mais dans des conditions dont vous savez qu'elles sont aujourd'hui pas vraiment maîtrisées par la commune, puisque pour l'essentiel, aujourd'hui, ce sont des recettes fiscales qui sont fléchées par l'État, qui ne font pas l'objet d'évolutions qui suivent nécessairement les bases fiscales, du moins du point de vue de celles qui sont maîtrisées par l'État. Et donc, nous ne maîtrisons pas entièrement ceci. Nous maîtrisons essentiellement ce que sont les recettes fiscales directes, c'est-à-dire ce qui est à droite sur le diaporama, les taxes foncières, là nous avons la main, et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui néanmoins a un impact limité à Nanterre, pour dire ça comme ça. Et donc, à ce stade, ce que nous envisageons, puisque c'est de la prévision, dans un exercice budgétaire pour 2026, ce que nous envisageons, c'est une hausse des recettes fiscales à hauteur de 1,5 million à comparer du budget prévisionnel 2025, et nous verrons par rapport par rapport au réalisé 2025, quand nous reviendrons sur le compte administratif 2025. C'est une évolution qui tient compte des indexations prévues sur les bases fiscales, d'une part, et d'autre part sur des évolutions physiques avec les nouveaux impôts locaux qui ont été imposés depuis le 1er janvier 2026. Ce qui donc nous amène à un produit à 89,2 millions d'euros de recettes fiscales direct pour ce sur quoi nous avons la main, à ce à quoi il faut ajouter une hausse de compensation fiscale que nous avions envisagée à 3,1 millions, c'est-à-dire au total des recettes fiscales de 92,3 millions d'euros. Alors, on a essayé de vous expliquer comment ça fonctionnait, les relations financières avec les échelons intercommunaux, qui illustrent à la fois certes des réalisations concrètes en termes de services à la population, mais qui illustrent aussi la mainmise de l'État sur nous, puisqu'en fait, une bonne partie de nos ressources ne sont pas prélevées directement par la commune, mais arrivent via la métropole du Grand Paris. Donc, vous avez un schéma sous forme de lessiveuse, dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre néanmoins,
enfin, quoique je ne sais pas si les lessiveuses fonctionnent dans le sens aiguille d'une montre, à vrai dire. Je vérifierai chez moi ce soir. Mais donc, vous voyez que les recettes viennent d'abord de la métropole du Grand Paris. Enfin, si quelqu'un le sait, je pense qu'il est utile pour le débat. Mais donc, vous avez 156 millions d'euros qui viennent de la métropole du Grand Paris, qui arrivent à la ville de Nanterre, qui doit financer Paris Ouest la défense pour les services qui figurent à droite, et qui remontent ensuite en dotation d'équilibre pour l'intégralité de la métropole du Grand Paris. Je fais à gros traits le schéma de la lessiveuse, mais ça veut dire que, enfin, c'est pour illustrer le fait. La lessiveuse, elle marche dans les deux sens. Ah, si ça marche dans les deux sens, tout va bien alors. Mais ça dépend du programme, quoi. Mais pardon. On va arrêter de filer la métaphore. Hein. On a l'expérience tout de ça. Exactement. Donc, je ne sais plus où j'en étais du coup. Donc vous voyez que tout ne dépend pas évidemment de la ville de Nanterre quant à la programmation de ses recettes. Vous avez donc à droite illustré les principales compétences exercées à l'échelle intercommunale, mais opérées au plus près via la commune avec des montants afférents, et le montant le plus gros étant les ordures ménagères. On a voulu aussi vous mettre cette diapositive qui illustre également le haut niveau de contribution au défi de péréquation. C'est le paradoxe nantérien, nous avons de grosses bases fiscales économiques, mais une population qui a plus de besoins qu'ailleurs. On a déjà eu ce débat dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire. Donc nous contribuerons en 2026 à hauteur de 22 millions d'euros aux ressources des communes avoisinantes de Paris-Ouest, La Défense. Et un peu plus, puisque ça concerne aussi l'échelon d'ailleurs régional. Donc c'est une évolution qui est à peu près stable, à vrai dire, sur les dernières années. C'est pas dit que ça restera la même pour les années suivantes. Nous avons une grosse négociation à faire pour 2027, qui va nous occuper, j'ai l'impression, de bonne partie de ce qui reste de l'année 2026 avec nos collègues de Paris-Ouest, La Défense. Donc nous vous tiendrons au courant, évidemment, de l'évolution de ces négociations quand nous partirons, nous aurons commencer, mais on sait évidemment qu'il y aura une très forte pression compte tenu de l'état des finances publiques en général quant à la nécessité de dispositifs de péréquation. Mais le jeu pour Nanterre, c'est de récupérer le plus possible de ce qu'elle met au pot commun. Ce qu'on peut mettre au pot commun et retirer après pour nous. Mais ça passe d'abord par le pot commun. Après, c'est un problème de plomberie. Je continue sur la métaphore. Il faut éviter qu'il y ait des déperditions dans les tuyaux. Sur la masse salariale, rien de neuf par rapport à ce qui a été exposé dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire. Elle est contenue à certains égards, enrichie à d'autres également, parce que la priorité est donnée aux conditions de travail des collaborateurs et fonctionnaires de la mairie de Nanterre. Donc il y a des ambitions de négociation cette année, dont il est tenu compte dans la proposition qui est faite pour le budget prévisionnel. Donc une augmentation par rapport à 2025. Là aussi, on n'est pas encore sur... si on est déjà sur réalisé, sur 2025. Donc on a un pilotage qui est aussi maîtrisé que possible, mais avec la nécessité aussi de faire en sorte que les fonctionnaires de la ville de Nanterre et tous ceux qui contribuent à l'exercice du service public soient le mieux traités possible dans le cadre contraint qui est par nature celui de la commune. Quant au ratio financier, là aussi, ils n'ont pas changé par rapport au rapport d'orientation budgétaire. Nous avons prévu de dégager une épargne brute de 24,5 millions d'euros sur la section de fonctionnement. Vous savez qu'il est important que dans cette section de fonctionnement, nous dégagions cette capacité d'épargne brute parce qu'elle va nous permettre de rembourser les emprunts qui serait à hauteur de 17,6 millions pour 2026, ce qui nous laisse un solde d'environ 6,9 millions, dont on espère qu'il sera plus important éventuellement, pour autofinancer le programme d'investissement. Et tout ce qu'on peut autofinancer, c'est autant de moins qu'on aura à emprunter pour équilibrer la section d'investissement. Vous vous souvenez sans doute, parce que vous avez révisé avant, que la capacité d'emprunt que nous avons prévue pour 2026 est à 37,5 millions d'euros. On sait qu'en réalité, c'est, en tout cas au vu des dernières années, toujours moins.
parce qu'il y a des décalages dans le temps qui ne nécessitent pas d'emprunter autant qu'il était prévu. Donc là, c'est la masse d'équilibre d'emprunt pour équilibrer la section d'investissement. On reviendra évidemment au fur et à mesure de l'année, voir comment cela évolue. Et nous, là aussi, pas de changement par rapport aux robes. Nous poussons devant nous, entre guillemets, on pousse le wagonnet. Ça, c'est pour la métaphore minière. 192,5 millions d'euros, c'est ce que nous avons à rembourser devant nous dans les années qui viennent. Et si l'on tient compte de notre capacité à dégager une capacité d'autofinancement et donc de désendettement, il nous faudrait, pour rembourser ces 192,5 millions d'euros, 7,9 années. C'est plus que sur l'année 2025, mais là, c'est en prévisionnel encore. Il faudra aussi l'ajuster par rapport au réalisé, ce qui constitue un ratio qui est tout à fait dans la moyenne de ce qui est attendu des collectivités locales. Alors, certaines dans des situations atypiques. On en connaît une voisine de Nanterre, mais on ne peut pas se caler sur le côté atypique de cette commune. Donc, nous avons un ratio qui est très correct. Le seuil d'alerte est à 12 ans, on en est loin. Certaines communes avoisinantes sont très en difficulté par rapport à ce ratio-là. Ce n'est pas du tout notre cas. Et tout ceci doit nous permettre de réaliser le programme d'équipement au service de la population nantérienne. Là aussi, pas de nouveauté. C'est la même diapositive que celle qui a été projetée dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire. Les montants n'ont pas changé non plus. Ce sont les priorités que nous proposons d'investissement, qui sont parfois des nouveaux équipements, mais surtout en fait des réhabilitations, des reconstructions, des aménagements par rapport au patrimoine de la ville existant. Je vous remercie. Tout d'abord, donc, je tiens à remercier toute l'équipe municipale et les agents de la ville pour le travail, l'engagement et la présentation à la fois d'un ROB et d'un budget primitif dans un temps contraint. Mais vous commencez à imaginer que de notre point de vue, il persiste malheureusement encore des questionnements. Alors, merci pour les 200 pages d'annexes. Que j'ai un peu travaillé, un tout petit peu, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais j'ai mon attention qui s'est relevée, mais vous avez déjà répondu sur la partie de la masse salariale. Effectivement, vous dites plus 2,7% par rapport à l'année dernière et présenté par rapport à un budget 25 à plus 1,9%. Et là-dedans, ça faisait à peu près un delta de 1,1 million d'euros. C'est 1,1, vous y avez répondu, c'est les 800 000 euros sur la convention santé et prévoyance. Donc il reste pas du tout, alors pas du tout. Oui, pas que, pardon, je n'avais pas compris, donc pas que. Donc après, il reste 300 000 euros à expliciter par rapport à cela. Ça, c'était mon point sur la partie de la masse salariale. Globalement, charge à caractère général. Toujours des doutes. Dans l'Europe, et ça vous le saviez, les fluides étaient à 8,6 millions, ont été augmentés dans le budget 26 à 9,7 millions. Vous avez fait part tout à l'heure, monsieur le maire, effectivement, compte tenu des problèmes énergétiques qui risquent de se produire, je peux comprendre l'augmentation, surtout que précédemment, sur le budget 25, il était aux alentours de 9,2 millions d'euros. Mais rien que sur cette partie des fluides, moi j'ai une question. L'eau augmente de plus 9%, mais l'énergie électricité chute à 7%, donc passe de 7 millions d'euros à 6,5. Je suis sûr que vous avez des explications. Et chauffage urbain chute de 2 points. Dans le cadre de la crise qui va arriver sur la fin de l'année, je ne sais pas si, en termes de fluide, vous êtes dans le budget ou au-delà. Achat de prestations de services, par exemple. J'ai au budget 25 7,8 millions d'euros, au budget 26 7,7. Mais je ne sais pas ce que c'est. Les contrats et prestations 3,2 en budget 25, 3,3 plus 2%, je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous voulez, alors c'est vrai que les questionnements n'ont pas été posés en commission de préparation et j'en suis absolument désolé et j'en porte la responsabilité. Et je n'ai aucun problème avec ça. Toutefois, ça pose question. Alors, un autre point, location et charges. Il y a les locations immobilières qui baissent de 40%. J'ai un matériel roulant qui baisse de 7%.
Est-ce qu'il y a des contrats de leasing qui ont été arrêtés ou du matériel qui a été accidenté et qui, effectivement, ne peut plus rouler? Ça te pose toujours question. Entretien-réparation. J'ai des augmentations sur les entretiens des terrains, par exemple de plus 7%, où ils passent à 2,8 millions d'euros, mais en contrepartie, j'ai des baisses sur les réparations des voiries, la réparation des réseaux, de 4 et de 8%, etc., etc. Alors, si vous voulez, la difficulté que nous avons par rapport à ce budget, c'est les fameuses lignes autres qui sont à peu près toutes plus ou moins disparates, sans explication. Dans les charges à caractère général, on passe à un moment donné d'un 14 millions à 10 millions, mais qui sont explicitées. On l'a bien dans le détail, mais pour le reconstituer, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de lignes. Et on reste surpris. Ça, c'est pour les charges. Recettes de fonctionnement, je vais m'attarder juste sur une ligne. Il y a les dotations et participations, et dans le détail, j'ai une ligne autre, et celle-ci, elle n'est pas explicitée. Dans le budget 26, on est à 9 millions. Hein, voilà, ok. Les recettes, elles sont de l'ordre de 299 millions d'euros. Mais 9 millions d'euros dans un budget non explicité, non expliqué, je continue toujours à me poser des questions. Après, si je passe au niveau de l'endettement, bon, je ne vais pas y revenir dessus, vous l'avez explicité. Le stock de dette, 192,5 millions d'euros, l'épargne brute, 24,5. Une capacité de désendettement, ça on l'avait vu au ROB, de 8 ans. Bref. Je ne vais pas forcément m'attarder sur une longue liste d'explications, de variations, de montants, de chiffres, de pourcentages. Mais, comme vous en doutez, je reste un peu sur ma faim. Péréquation et mécanisme de solidarité. Alors, la ville contribue à cette péréquation, 22 millions d'euros. Mais, dans le contexte, n'oublions pas, Nanterre, c'est 420 millions d'euros de budget. Donc, pour faire simple, 300 millions de fonctionnement, 120 millions d'investissement. La ville, elle continue de percevoir des financements publics. 4,2 millions d'euros de dotation de solidarité urbaine. 1,4 million de FCTVA, etc., etc. Regardons autour de nous. Des villes comme Boulogne, par exemple, elles contribuent encore davantage à la solidarité nationale et régionale, avec un budget par habitant inférieur à celui de Nanterre. La réalité, c'est que Nanterre n'est pas une victime de la solidarité. C'est une ville qui a des moyens considérables, qui bénéficie encore largement de financement public et qui choisit pourtant de se présenter comme pénalisée. Alors, c'est une posture, pas de sujet. Mais la question, c'est que fait-on des 420 millions d'euros du budget municipal? Vous l'avez exposé, et pourtant, il reste et on se pose des questions. Alors, en résumé, l'impression que cela me donne, en regardant les documents, sans faire de quelconque analyse rapidement et la non-concordance des données chiffrées, j'ai d'un côté le budget 25, dans ce que vous nous avez présenté, le réalisé sur la masse salariale, mais tout le reste par rapport au budget. Faire un comparatif par rapport à un budget, sincèrement, et vous le savez, ça ne sert à rien. J'aurais préféré avoir les chiffres réels. Et vous les avez, ou en tout cas des estimatifs. Comme je vous l'ai dit, des analyses sont absentes, par des lignes autres. Ça fait trop d'approximations, trop de flou par rapport à cela, et vous le savez. Alors, je suis surpris de cette présentation parce qu'elle est de qualité. Les données que vous transmettez sont de qualité. Vous nous donnez un certain nombre d'informations, peu d'analyse. Alors, pour moi, ça ne représente pas avec exactitude à la fois l'implication et le travail de vos équipes dans la construction budgétaire, ainsi que des objectifs atteignables. Soit ce budget est surévalué par rapport à la réalité, soit il ne représente simplement pas la réalité dans certains postes de charges et de recettes. Alors, vu le nombre de questions, il y a trop de zones d'incompréhension que même le détail fourni dans l'annexe ne peut répondre.
J'ai fait l'effort de retravailler et analyser un certain nombre de postes de charge et de recettes de fonctionnement, mais au final, il me reste des questionnements et des doutes. Alors, je pense que votre équipe municipale pourrait aussi se poser des questions suite à cette intervention, en se disant, tiens, il y a des lignes autres, sans aucun détail explicatif. Pourquoi? Est-ce normal? Et vous avez demandé à votre équipe municipale de voter, un vote de confiance, donner un blanc-seing comme ça. Je trouve que c'est un peu hasardeux. En tout cas, c'est mon point de vue. Et c'est notre point de vue ici, au niveau du groupe. Comme vous l'imaginez, Nanterre Ensemble ne peut voter que contre ce budget primitif 2026. Je vous remercie. Je voulais juste rappeler à mon illustre collègue qui vient de parler que le seuil de pauvreté, le nombre de gens en dessous du seuil de pauvreté à Boulogne-Billancourt frôle les 9% quand il est à 22% à Nanterre et qu'il est à 12,4% en moyenne sur les Hauts-de-Seine. Voilà, c'était juste la petite intervention, mais je vais voilà. Je voulais juste le rappeler pour la comparaison avec Boulogne-Billancourt. Alors, monsieur le maire, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner un budget qui revêt une importance particulière au regard des défis qui sont les nôtres. Il s'inscrit dans un contexte budgétaire contraint, marqué par des incertitudes durables, des ressources sous tension et des attentes citoyennes toujours plus fortes. Dans ce cadre, les élus du groupe Nanterre Écosocial tiennent d'abord à saluer sincèrement le travail mené par nos collègues élus, nouveaux et sortants, et les services de la ville, nombreux aujourd'hui. Élaborer un budget dans de telles conditions relève d'un exercice d'équilibre exigeant. Et force est de constater que les arbitrages proposés permettent de maintenir un haut niveau de service public, ce qui est loin d'être anodin. C'est un choix politique clair, assumé, qui traduit une volonté de ne pas renoncer à ce qui fait le socle de notre action publique, l'accès à toutes et tous à des services de qualité, protecteurs et émancipateurs. Ce budget confirme également un engagement fort en matière d'investissement. Nous continuons à accompagner le développement de notre ville à travers des infrastructures, des équipements publics et des dispositifs qui répondent à des besoins bien réels. Cela participe d'une logique de redistribution concrète et d'une volonté de protection sociale fidèle aux valeurs de solidarité qui fondent notre action. Pour autant, ce budget soulève selon nous une question plus stratégique qui dépasse l'exercice annuel et engage la suite de notre mandat. Nous pilotons aujourd'hui une ville de plus en plus complexe. Les enjeux éducatifs, sociaux, écologiques, énergétiques s'entremêlent et exigent des réponses à la fois globales et fines. Dans ce contexte, notre modèle d'action publique, historiquement fondé sur une intervention forte de la collectivité, montre à la fois sa pertinence, mais aussi des limites de soutenabilité. Dès lors, une question nous paraît centrale. Comment les investissements que nous réalisons se traduisent-ils en capacité d'agir pour les habitantes et les habitants eux-mêmes? Autrement dit, au-delà des services que nous rendons, et ils sont indispensables, comment contribuons-nous à renforcer le pouvoir d'agir des Nantériennes et des Nantériens? Comment faisons-nous en sorte que chacune et chacun puisse être non seulement bénéficiaire, mais aussi acteur des transformations de notre territoire? Car il faut le dire lucidement, dans un contexte de contraintes budgétaires appelées à durer, nous ne pourrons pas tout faire seuls. Nous ne pourrons pas répondre à tous les besoins uniquement par une logique descendante reposant exclusivement sur la dépense publique. Cela ne signifie pas de se désengager, bien au contraire, cela signifie sans doute faire évoluer, compléter notre modèle. Cela suppose, à notre sens, plusieurs orientations. D'abord, accentuer le soutien aux initiatives locales. Notre territoire est riche d'énergie, d'engagement associatif, de dynamique citoyenne qu'il nous faut accompagner, structurer et valoriser. Ensuite, développer des logiques de coopération entre habitants, entre acteurs locaux, entre institutions. Enfin, et c'est essentiel, investir dans les capacités des habitants, notamment sur les enjeux techniques, éducatifs et écologiques. Donner les moyens d'agir, c'est aussi donner les moyens de comprendre et de décider. Nous sommes convaincus que cette orientation constitue une piste stratégique majeure pour les années à venir. Elle ne s'oppose pas à notre modèle social, elle le prolonge, elle le renforce en lui donnant une dimension plus horizontale, plus participative et plus durable. Ainsi, ce budget est, nous le redisons, solide et cohérent, mais il peut encore évoluer dans sa manière de produire non seulement des services, mais aussi de la puissance collective. C'est dans cet esprit, à la fois exigeant et constructif, que nous voterons bien entendu ce budget.
Ce budget, les élus du groupe Les Écologistes l'accueillent avec satisfaction. Pourquoi ? Parce qu'il est le fruit d'un travail collectif, parce qu'il trace une voie dans un contexte marqué par l'incertitude et les contraintes, et surtout parce qu'il porte en lui la promesse d'un nouvel élan pour Nanterre. Mais un budget, ce n'est pas qu'un tableau de chiffres, c'est un contrat vers l'avenir. Et pour que cet élan devienne réalité, il nous faut passer des lignes budgétaires à l'action concrète, à la mobilisation de tous les acteurs et actrices, à la transformation visible sur le terrain. Alors comment concrétiser cet élan ? D'abord en faisant de Nanterre une ville pionnière en matière de transition écologique. Les forêts urbaines sur les terrains pétroliers, le parc rural expérimental sur le champ de la Garde, la rénovation des Touraillots et du parc Sud, ces projets ne doivent pas rester des intentions, mais devenir des réalisations tangibles. Chaque acteur doit jouer son rôle, avec ténacité et vigilance. Nous serons là pour veiller à ce que chacun formalise ses engagements et respecte son périmètre d'intervention. Ensuite, en renforçant notre politique de protection animale, développer les caniparks, les pigeonniers, soutenir les associations qui œuvrent pour les chats errants, ce n'est pas un luxe, c'est une marque de civilisation. Nanterre doit être une ville où chaque être vivant trouve sa place. Mais un budget, c'est aussi des choix, et nous assumons les nôtres. Oui à la continuité des pistes cyclables, parce qu'elles améliorent le quotidien des Nantériennes et des Nantériens bien plus que la multiplication des caméras de vidéosurveillance. Non à la surenchère sécuritaire, même si nous refusons toute opposition stérile ou démagogique. 1,4 million d'euros pour les caméras, c'est un investissement lourd qui doit être optimisé, évalué et surtout ne pas être détourné de son usage. Vigilance aussi sur l'impact écologique de ces équipements. La sécurité ne doit pas se faire au détriment de la planète. Ce budget, c'est aussi une réponse aux défis sociaux et sociétaux qui nous entourent. Nous restons mobilisés, unis, attentifs, face à la précarisation des plus fragiles et en particulier des étrangers et des étrangères, face aux fermetures de classes par l'Éducation nationale, face à la marchandisation des études supérieures, aux injustices de Parcoursup et aux obstacles de l'insertion des jeunes, face aux ruptures technologiques qui bouleversent le travail de nos agents et nos agentes, face aux risques de cybersécurité avec un bouclier de protection renforcé, face au projet de data center pour en réduire les nuisances et pour en maximiser les bénéfices, comme la récupération d'énergie prévue à la boule Champireux. Et nous agirons concrètement contre la prolifération des nuisances liées au protoxyde d'azote avec des mesures fortes pour protéger la santé publique, pour l'extension des points d'apport volontaires, parce que le tri et le recyclage, c'est l'affaire de tous et toutes. Enfin, ce budget, c'est un engagement, celui de l'hyper-proximité. Nous rétablirons les permanences, nous multiplierons les temps de concertation dans tous les quartiers, notamment à l'université et à la boule Champireux, parce que la démocratie, ça se vit au quotidien, ça s'écoute, ça se construit avec les habitantes et les habitants. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce budget est une opportunité. Saisissons-la ensemble, avec ambition, avec détermination et surtout avec l'envie de faire de Nanterre une ville toujours plus solidaire, plus écologique, plus innovante. Vous pouvez compter sur notre vigilance, notre engagement et notre énergie pour y parvenir. Je vous remercie. Tout d'abord, je voulais remercier au nom du groupe les services de la ville qui ont préparé ce budget. Ce budget, il faut d'abord le considérer à l'aune de la situation internationale. La guerre se propage dans de nombreuses régions du monde, et tout particulièrement au Moyen-Orient. C'est la loi du plus fort qui prévaut, au détriment du droit international. Plutôt que de défendre ce droit, Macron et la France s'alignent sur les positions de Trump. La France a choisi d'augmenter considérablement ses dépenses militaires, cela a été dit d'ailleurs précédemment, avec une hausse inédite pour 2026. Nul doute que ces dépenses se font au détriment des missions de services publics telles que l'éducation ou la santé, pour ne citer que ces seuls exemples. Par contre, face au coût de l'énergie qui s'envole, face à l'inflation, aucune action du gouvernement. Pour rappel, les députés de la France Insoumise proposent de bloquer les prix à la marge, c'est-à-dire celle des profiteurs de crise, ce qui soulagerait les citoyens qui aujourd'hui n'arrivent déjà plus à joindre les deux bouts. Dans ce document budgétaire, vous anticipez des dépenses quasiment stables de fonctionnement pour 2026. On est à moins 0,1%. C'est un chiffre trompeur au regard de ce que je viens de dire, puisqu'il faut prendre en compte le coût de l'inflation et aussi une hausse mécanique des coûts, notamment, et pas seulement, celui de l'énergie. Sans compter le gouvernement qui pourrait annoncer, comme cela a été dit il y a 2 jours, jusqu'à 4 milliards d'annulations de crédit. 4 milliards d'annulations de crédit pour, je cite, tenir la trajectoire budgétaire de 2026. 4 milliards en moins auront forcément un impact indirect, sinon direct, sur les recettes. Autrement dit, cela signifie que des économies seront réalisées
avec des conséquences concrètes sur les services. Aussi, mes camarades ont des interrogations légitimes et des réserves sur les priorités budgétaires. Dans ce contexte, et avant de leur laisser la parole, je souhaiterais tout d'abord revenir sur le projet de réhabilitation des théâtres des Amandiers. Aujourd'hui, le coût total de cette opération atteint près de 65 millions d'euros, soit environ le double du montant initialement envisagé, qui se situait autour de 32 millions d'euros. Ce point n'est pas contestable. Ce qui pose davantage question, c'est l'évolution de la part supportée par la ville. Dans le montage initial, la participation de Nanterre était d'environ 11 millions d'euros, soit près de 30% du projet. Aujourd'hui, au vu des documents budgétaires, la charge nette pour la ville, à moins que des recettes ne soient pas citées, dépasse 37 millions d'euros, soit plus de la moitié du coût total. Autrement dit, la dérive du projet ne se traduit pas seulement par une augmentation du coût global, mais par un transfert très significatif du charge vers le budget communal. Par ailleurs, ce projet continue de peser fortement sur les exercices à venir. Plus de 13 millions d'euros de crédits de paiement sont inscrits en 2026 et encore 6 millions en 2027. Cela mobilise une part importante de la capacité d'investissement de la ville dans un contexte où d'autres besoins sont également importants, notamment en matière d'équipement scolaire. Voilà pour le volet financier. Par ailleurs, un rapport de la Cour régionale des comptes étrille la gestion du chantier par la municipalité et il émet des doutes sur le choix du lauréat, à savoir le cabinet Snoeta. On apprend dans le journal Libération que c'est la raison pour laquelle l'assistance de maîtrise d'ouvrage Café Programmation s'est retirée du projet. Enfin, des contentieux ont donné lieu à des condamnations de la ville. Le maire honoraire est mis en examen pour favoritisme et s'il bénéficie de la présomption d'innocence, ces éléments contribuent à nourrir un doute légitime. Or, monsieur le maire, alors que vous n'étiez pas élu au moment des faits, qui date de 2018, vous défendez les choix et le positionnement de la ville sur cette affaire. Vous justifiez ainsi un dépassement qui double le montant total du projet. Vous êtes dans le déni et vous ne reconnaissez pas le début d'une once de responsabilité de la ville et surtout de celui qui était le premier magistrat en 2018. Si, à minima, vous reconnaissiez une faute, des erreurs, un problème, on pourrait se dire que ce qui s'est produit avec ce projet donc des Amandiers ne se reproduirait plus. Pensez-vous toujours aujourd'hui que c'est la faute à pas de chance, donc aux circonstances annexes, ou que les critiques émises par un organisme sérieux qui s'appelle la Cour des comptes sont sans fondement? Quelles mesures comptez-vous prendre pour que ce genre de situation ne se reproduise plus? Je vous remercie. Le vote d'un budget est toujours un moment de vérité pour une collectivité. Voici un mois que les Nantériens nous ont accordé leur confiance, à nous, la liste d'union de la gauche et des écologistes que nous représentons. Nous examinons maintenant le budget primitif pour la ville de Nanterre pour 2026. Il s'agit donc de poser les jalons de ce nouveau mandat et de mettre en œuvre le programme que nous portons, de la vision de la société que nous défendons au nom de tous. Mais ce budget s'inscrit aussi dans un contexte contrat, comme l'a souligné ma collègue Emmanuelle Fossati, que nous ne pouvons ignorer. Les gouvernements successifs ont créé un circuit toujours plus compliqué de confiscation progressive de nos ressources, à travers leur gel, leur suppression, ou des choix de prélèvement et de restitution partielle. Ces choix ne sont pas neutres. Ils pèsent directement sur notre capacité à agir, à investir, à maintenir un haut niveau de service public qui permet à Nanterre de se distinguer dans ce département. Cet état de fait pousse à la dégradation des budgets locaux. Les collectivités doivent alors emprunter pour se financer, ce avec des taux qui bondissent depuis la crise sanitaire. Le groupe Nanterre socialiste ne peut cautionner de pareilles atteintes au principe d'autonomie financière des collectivités. Nous ne pouvons pas non plus accepter les moyens détournés qui ont été employés par les différents gouvernements pour rendre inintelligibles ces mesures. La transparence est une condition sine qua non pour que les citoyens participent à la chose publique et puissent consentir librement à la charge publique, principe que l'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, texte qui a pourtant valeur constitutionnelle. Nous continuons de défendre le principe de la décentralisation, qui ne doit pas être un simple moyen de transférer du déficit de l'État aux collectivités, mais un moyen de faire vivre la démocratie au niveau local, en donnant aux collectivités les moyens d'agir au plus près des besoins des habitants. Malgré tout, Nanterre continue à vouloir porter au maximum des valeurs sociales, écologiques et fraternelles, en accord avec le choix des habitants lors des élections municipales. Là où l'État souhaite fermer une quinzaine de classes dans notre ville, c'est Nanterre qui se mobilise pour lui rappeler l'importance de l'institution sur laquelle s'est construite la République. Certains préfèrent parler à longueur de journée de valeurs républicaines, d'autres y croient et les défendent.
Le désengagement de l'État sur ce volet, pourtant primordial, Nanterre le refuse, ainsi qu'en atteste le fait que plus d'un tiers des dépenses d'investissement de la ville participent de l'éducation, qui demeure donc notre priorité. En effet, ce budget servira à la construction et à la réhabilitation de pas moins de 8 groupes scolaires, De Cours, Kersréo, Anatole France, ainsi que de la crèche des Muguets. Nous portons également la volonté de permettre l'épanouissement de tous à travers des efforts budgétaires engagés. Il faut encourager l'insertion des jeunes tout en permettant à chacun de s'épanouir. Cela passe par la réhabilitation des théâtres des Amandiers, la construction de la médiathèque du chemin de Lille, du gymnase Milia, l'aménagement du quartier des Groux, de l'îlot Langevin et la création de voies cyclables. L'écologie n'est pas non plus une variable d'ajustement à nos yeux. Notre projet d'adapter Nanterre à son climat prévu en 2050, qui s'apparentera à celui actuel de Séville, se concrétise déjà dans ce budget par le réaménagement du parc des anciennes mairies et la plantation d'arbres, concluant ainsi notre objectif atteint de 5000 arbres plantés. Enfin, nous considérons la sécurité comme étant un autre sujet important pour la vie quotidienne de nos habitants, notamment à travers la vidéosurveillance. Les autres volets évoqués ne peuvent pas justifier que l'on puisse lésiner sur ce plan-là. Nous maintenons notre volonté de respecter le principe d'équilibre budgétaire. Ainsi, en votant le budget présenté, Nanterre pourra se targuer d'avoir une capacité de désendettement sur 8 ans, là où le seuil d'alerte est pourtant à 12 ans. Cette bonne gestion nous permettra, malgré les contraintes financières que nous imposent les gouvernements, d'utiliser au mieux nos ressources restantes afin de porter notre programme social, écologiste et fraternel. Je vous remercie. Nous nous félicitons tous ici, à juste titre, du travail des personnels municipaux pour la préparation des documents sur lesquels nous travaillons sur le budget. Et je voudrais justement insister sur la situation qui est faite à ces personnels et que le projet de budget qui nous est présenté ici ne semble pas du tout réglé. Je vais m'en expliquer. Les dépenses de personnel sont évaluées en 2026 à 333,7 millions, soit une augmentation de 1,7 million, plus 3,3% par rapport aux prévisions 2005, et de 3,6 millions d'euros, plus 2,7% par rapport aux réalisés 2025. Mais même en augmentation, ce budget ne nous paraît pas à la hauteur des dépenses qui sont annoncées par ailleurs. En effet, outre l'évolution naturelle et les hausses mécaniques qui sont elles-mêmes en augmentation, ce budget devra financer la première tranche de l'augmentation du taux de la cotisation vieillesse, soit 1,4 million d'euros, l'augmentation du RICEP à hauteur d'au moins 800 000 euros, la poursuite des plans de recrutement santé, sécurité, petite enfance, apprentissage, et le déploiement de la protection sociale avec la prévoyance santé. Vous le confirmez en invoquant la nécessité de levier de pilotage pour maîtriser, donc restreindre en partie la réponse des personnels. Ce que vous confirmez, pour que les choses soient bien claires, c'est la faiblesse de budget. Certains de ces leviers sont clairement identifiables. La gestion de décentralisation d'enveloppes prédéterminées à ne pas dépasser pour les indemnités, par exemple. La maîtrise du recours aux plus justes besoins des vacataires et des saisonniers. Mais d'autres sont clairement plus vagues et nous souhaitons plus de précision. La mobilité interne pour pourvoir les postes vacants. Que devient le poste libéré par le mouvement de l'agent qui le quitte? Est-il supprimé? Est-il gelé? Deuxièmement, parmi les questions que nous nous posons, la prévention de l'absentéisme et de l'amélioration des conditions de travail. Vous évoquez des groupes de travail, mais quelles mesures concrètes envisagez-vous pour améliorer cette situation? Des mesures d'optimisation des charges et de la gestion. Qu'entendez-vous par là? L'accroissement des tâches de chaque agent, de sa gestion, alors que les personnels n'en peuvent plus, sont au bord du burn-out quand ils n'y sont pas déjà. Je doute que les mesures annoncées dans ce budget suffisent à améliorer la situation des agents et à leur donner satisfaction
Si j'en crois le retour des syndicats, beaucoup d'entre eux, je parle des personnels, sont en souffrance, singulièrement les cadres. Ils sont nombreux à quitter notre collectivité, venant des services municipaux, de la santé, de la petite enfance, des écoles, des centres de sport et de loisirs, etc. Et leur poste de travail reste le plus souvent vacant. Le problème majeur est le manque de personnel, monsieur le maire, surtout titulaire, notamment dans les services qui travaillent à la mairie. Que proposez-vous pour le résoudre? Quand allez-vous recruter à hauteur des besoins? Vous pointez à juste titre dans la nécessité d'accompagner les agents en reclassement d'un emploi à un autre. Il y a effectivement, selon nos informations, 60 agents en situation de reclassement qui ne sont toujours pas installés sur un poste permanent vacant. Quand seront-ils enfin affectés pour rendre les services qu'ils doivent à la commune? Un cinquième des agents sont des agents non titulaires. Près de 5000 pour 2000 titulaires. Près de 500 pour 2000 titulaires. La plupart sur emploi permanent, lesquels doivent pourtant être occupés, selon le statut, par des fonctionnaires titulaires. Est-il prévu un plan de titularisation et quand? Par ailleurs, vous faites miroiter l'objectif de 100% d'avancement de grade. Mais cela ne signifie pas que vous vous engagez à nommer l'ensemble des agents promouvables. Il faut être clair, le ratio à 100% vous en donne juste la possibilité si vous le décidez et sans avoir à réviser la délibération chaque année selon l'article L5527 du Code des collectivités territoriales. Enfin, les personnels comme les syndicats s'interrogent sur le contenu de la clause de revoyure concernant le RICEP et nous y reviendrons au point qui le concerne. Merci, mais c'est pas un projet d'ailleurs, juste je réponds là-dessus, c'est pas un projet la question de 100% d'avancement de grade. Ça a déjà été mis en œuvre cette année. Et pour le coup, les personnels dont vous semblez parler du moral, alors je ne sais pas par quel biais vous pouvez l'évaluer. Oui, très bien, très bien. Moi je parle aussi avec les syndicats, donc vous en faites pas. Et donc... permettre de dire ça, vous parlez de projets à venir alors que c'est des choses qui sont déjà réalisées. Pour le coup, les 100% d'avancement de grade, ça a déjà été fait. Et c'est fait sur la base, effectivement, de la manière de servir normale. Permettez-moi de revenir sur le fond des questions budgétaires et de rappeler que Nanterre a toujours défendu et mis en œuvre une politique de service public, grâce à ses agents notamment, de haut niveau pour ses habitantes et ses habitants. Malgré un contexte financier national restrictif pour les collectivités, vous l'avez rappelé, la ville maintient un haut niveau d'investissement dans des politiques publiques essentielles. Je pense que redonner quelques chiffres me paraît important à ce niveau-là. En termes d'investissement, c'est 16 millions pour l'éducation, 20 millions pour la culture et le sport et 1,3 million pour la santé et les solidarités. Ces investissements, ce sont autant d'investissements essentiels pour les grands projets municipaux, que ce soit pour la rénovation de groupes scolaires, la construction d'une médiathèque, le fonctionnement du centre de santé ou encore la végétalisation des espaces publics. Mais ces efforts, vous l'avez dit, sont de plus en plus mis à mal par les attaques répétées contre les services publics. Ce sont plus de 450 millions qui ont été amputés à la ville par l'État depuis 2012 et juste 45 millions pour cette année. La droite nous dit que Nanterre n'est pas une victime du mécanisme de la solidarité. Bien si, permettez-moi de vous donner un chiffre. Chaque année, Nanterre verse 233 € par habitant, quand Neuilly en verse 163. Peut-être que les habitants de Neuilly ont plus de difficultés que les habitants de Nanterre, qu'ils ont plus besoin de bénéficier de la solidarité que les habitants de Nanterre. Mais qu'est-ce qui est juste en matière de solidarité ? De plus prendre en compte les ressources qui viennent des entreprises ou de plus prendre en compte les besoins des habitants? Nous, on se range résolument du côté des habitants. C'est-à-dire, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les besoins des habitants. Voilà. 233 € par habitant à Nanterre, 163 à Neuilly. Chacun se fera son avis du mécanisme de solidarité. Dans le même temps, le département, qui a 188 millions d'euros d'excédent budgétaire, fait des choix politiques très forts, qui ne vont pas non plus dans le sens de la solidarité. Permettez-moi de prendre un exemple dans ma délégation, les droits des femmes. Le département vient d'annoncer une baisse de la subvention au CIDFF, avec du coup leur permanence menacée à la Maison des femmes. Le département nous répond sur la subvention des maisons des femmes qu'ils ne les financeront pas, alors que dans le même temps, ils financent des maisons des familles. Pourquoi ? Réduire drastiquement nos moyens financiers, c'est porter un coup sévère à l'accompagnement des Nantériennes et des Nantériens les plus vulnérables.
Si l'État continue de casser ses services publics et de baisser les moyens des collectivités, il va être de plus en plus dur de répondre à tous les besoins des habitantes et des habitants et de nos enfants. Avec les 450 millions d'euros que l'État nous a pris, nous aurions pu mener des politiques plus ambitieuses, c'est certain. Imaginez tout ce qu'on aurait pu faire sans ces ponctions. Nous aurions pu intervenir plus fortement en matière de relogement des femmes victimes de violences, de rénovation d'écoles, d'insertion des jeunes ou d'événements festifs dans nos quartiers. C'est pourquoi, et je le sais avec les élus de mon groupe, mais aussi avec tous nos camarades de la majorité, nous sommes résolument des élus du côté de la mobilisation politique. Nous refusons de renoncer à ce qui fait l'âme de notre ville, des services publics accessibles à toutes et tous, ambitieux, de qualité. C'est dans cet esprit de résistance par l'action publique locale que nous travaillons. Là où l'État supprime 4 000 postes, dans l'éducation nationale, nous nous mobilisons contre les fermetures de classes dans les écoles de Nanterre aux côtés des parents et des enseignants. Là où l'État réduit les dotations essentielles à la transition écologique, nous maintenons le cap vers une écologie populaire et ancrée dans la justice sociale. Face à la démolition méthodique de l'hôpital public, nous continuerons de défendre l'hôpital de Nanterre aux côtés des citoyennes et des citoyens mobilisés comme nous le faisons depuis 10 ans. Tant que le droit international sera bafoué et que des politiques génocidaires se perpétueront, nous dénoncerons ces barbaries sans compromis et resterons aux côtés de celles et ceux qui luttent pour la justice et la paix. Car Nanterre, c'est cela, une ville où les politiques publiques cherchent à améliorer le quotidien, où la mixité sociale et le vivre ensemble ne sont pas que des mots creux, mais une réalité concrète. C'est cette histoire que nous voulons continuer à écrire ensemble. Je vous remercie. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je ne vais pas pouvoir répondre sur tout, et même si, avec vous toutes et tous, je pense qu'on peut partir du principe qu'un budget est un acte politique, c'est pas pour autant qu'il échappe à des contraintes réglementaires, techniques, financières, et qu'il n'est pas pour autant nécessairement la porte ouverte à la posture. Après, je comprends le besoin de chacun de se positionner dans la façon qu'il a de considérer qu'il représente les habitants de Nanterre, et en particulier les électeurs qui les ont désignés ici. Mais je pense quand même que, si je comprends bien, de ce côté-ci, on considère que Nanterre n'est pas victime de la solidarité, mais au contraire devrait arrêter de se plaindre d'être riche. Et de ce côté-ci, finalement, on a un nouvel ami du côté de la Cour des comptes. Je préconiserais d'être dans la mesure, en fait, les uns les autres, et nous tous, à vrai dire, parce qu'on fait quand même aussi un peu comme on peut, et que quand on présente un budget, on repart pas totalement de zéro, en fait. On tient compte de l'existant. Sur la méthode, moi, je peux pas répondre à l'ensemble des questions qui sont posées potentiellement ligne par ligne. Enfin, moi, ça peut m'amuser, si vous voulez, d'y passer du temps, mais je pense pas que le maire sera d'accord. Mais on pourrait passer en revue l'intégralité des lignes du budget. Je crois pas que ce soit la meilleure façon de procéder. On a un travail de préparation, alors qui cette année est un peu impacté par le contexte électoral, bien évidemment. Mais moi, je vous le dis oui, les délais sont évidemment respectés. Mais pour l'avenir, moi, je suis à la disposition de tous les groupes de ce conseil municipal pour approfondir les questions lorsqu'elles se posent. Et puis, il faut qu'on profite, lorsqu'il y a des commissions de préparation du conseil municipal, pour, quand même, si possible, évacuer ce qui sont peut-être des simples questions de compréhension et qui donc évitent de faire de la posture derrière, me semble-t-il. Après, il y a des sujets plus lourds qui peuvent amener à des vrais débats de fond entre nous, des désaccords, des votes des discordants aussi, ça c'est la vie d'une démocratie, mais tout ce qu'on peut éviter, à mon avis, comme mauvaise querelle ou faux procès, me semble-t-il, il faut pas se l'épargner. Néanmoins, sur la question des charges de personnel, Monsieur Vaudot, on l'a déjà dit, je crois, dans le cadre du ROB, en fait, mais il n'y a pas que la question du régime indemnitaire, il y a aussi la question de la protection sociale complémentaire, ça a été rappelé déjà tout à l'heure, il y a l'augmentation des cotisations retraite qui s'impose fort heureusement à nous, donc ça fait effectivement un package qui, sans modification structurelle fondamentale, alors que d'autres pourraient peut-être regretter pour le coup, c'est plutôt de l'augmentation automatique ou négociée, ou à négocier bien sûr, dans le courant de l'année 2026. Sur la question de l'énergie, enfin, je crois qu'il est de bonne politique d'abord de s'appuyer sur ce qui est constaté en consommation. Parce que faire des plans sur la comète sur la question de la de l'augmentation des coûts d'énergie, moi-même, je pense qu'effectivement, on devra sans doute payer plus cher en coût d'énergie en 2026. Mais à ce stade, je ne vois pas comment on peut le prévoir concrètement.
on aura sans doute des décisions à prendre dans le courant de l'année, où on constatera à la fin de l'année, quand on aura réglé l'exercice 2026, ce que ça nous aura réellement coûté au vu du contexte international. D'ici là, on aura des décisions modificatives, accessoirement. Et je pense qu'il est quand même de meilleure politique de se dire qu'on sait d'où on part, on imagine ce que ça peut être, mais même l'État aujourd'hui est incapable de dire, en fait, de manière prévisionnelle, ce que seront les impacts d'augmentation quasi inéluctable de l'énergie. Je ne vais pas rassurer M. Huyghe, mais je pense que les annonces du gouvernement de ce matin, c'est 6 milliards d'euros et pas 4. Donc on verra ce qu'il en sera concrètement. Pardon ? Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. C'est ce que je viens de dire. Ce sera sans doute 6 et pas 4, mais je ne sais pas, moi, enfin, à moins que vous soyez mieux informé que moi par la Cour des comptes, mais je ne sais pas ce qu'il en sera concernant l'impact sur les collectivités territoriales. Sur la ligne autre, alors, à ma connaissance, mais je peux me tromper, parce que je ne suis pas infaillible non plus, il y a des choses qui ne rentrent pas dans la nomenclature M57. Franchement, je vous conseille de garder ça en tête pour la journée. Ça devrait vous la faire la journée. Mais donc tout ne rentre pas dans les cases. C'est comme dans le Père Noël est une ordure, ça dépend, ça dépasse. Donc parfois, il faut faire des chapitres un peu plus larges. Sur la question des péréquations. Moi, je suis pas contre la péréquation, on va dire. Au contraire, je pense que c'est nécessaire de faire en sorte d'être solidaire entre collectivités dans un périmètre donné, ou même à l'échelle nationale. Nous sommes aussi solidaires à l'échelle nationale, à vrai dire. Donc, par contre, la question, ce sont les règles. De ce point de vue-là, je ne pense pas effectivement que Nanterre soit victime de la solidarité. Elle est actrice de la solidarité, ce qui fait peut-être une différence avec certaines autres communes. Voilà. Et elle est actrice de la solidarité parce que précisément elle a une population qui est fondamentalement différente de celle des autres communes. Et à partir de là, on peut considérer que les règles de péréquation ne sont pas justes, effectivement. Et on peut dire clairement que nous sommes dans une situation d'injustice, non pas parce que nous sommes riches, mais parce qu'on a une population qui a des besoins, et beaucoup plus que les communes d'à côté, parce que dans les communes d'à côté, les habitants ont plus souvent la capacité à se payer les services dont ils ont besoin que notre population à nous. Et donc, on a le droit de relever quand même qu'il y a des différences de traitement qui sont préjudiciables quant à, je pense, ce qui est un principe fondamental de la République, à savoir l'égalité d'accès aux services publics. Et quand l'État ne peut pas le faire, eh ben, c'est les communes qui essayent de compenser, en tout cas quand c'est leur intention, et souvent quand elles en ont les besoins. Donc, on aura besoin de négocier dans les années et sans doute dans les semaines qui viennent pour commencer, pour que cette péréquation soit plus juste. Je comprends que c'est un jeu rigolo avec nos 10 autres collègues de Paris-Ouest La Défense. Je vous suggère de nous aider, parce qu'il semblerait que vous ayez quelques connexions en la matière. De même que vous pourrez nous aider aussi avec le département, avec la région, qui contribue que très peu finalement, contrairement à d'autres communes, sur des programmes à peu près identiques d'investissement ou de fonctionnement. Ils contribuent très peu en fait à ce qui se passe à la ville de Nanterre, au prétexte que peut-être qu'elle serait riche effectivement. Mais du coup, je vous engage à alors redire la vérité des choses en fait quant à la richesse de la ville de Nanterre. Voilà, mes chers collègues. Vous avez été élu pour débattre, mais il y a des représentations de groupes. Vous êtes un groupe homogène, il y a déjà eu 2 prises de parole. Vous êtes le seul groupe à l'avoir fait. Et vous n'avez pas demandé la parole avant, donc... Alors, je rappelle juste dans la procédure, parce que ça n'a pas été fait, parce que M. Huyghe, tout à l'heure, pensait qu'il avait la parole, mais moi, je ne suis pas devin, donc je demanderai à ce qu'à chaque fois qu'il y ait une prise de parole, il y ait la main qui soit levée. Désolé, c'est peut-être très scolaire, mais au moins ça me permet de vous voir et de ne pas justement vous empêcher de prendre la parole. Voilà. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, effectivement, il nous reste des points à voir sur ce débat. On a été élus pour ça, comme je vous l'ai dit, et ce serait dommage, il y a des gens qui ont voté pour vous. Je ne pense pas que c'est le rôle ni de vous, monsieur le maire, ni du conseil municipal de museler leur voix en nous empêchant de prendre la parole. Donc sur ces questions-là, on a... Non, mais je relève ce qui a été dit quand même, puisque vous avez dit que ce serait dommage que tous les conseillers municipaux prennent la parole sur ce sujet. Sur la question, il y a deux choses. Je vous ai donné la parole, donc oui. Je ne vous ai pas muselé. Donc vous avez la parole, je vous demande de passer à l'intervention. J'y viens, monsieur le maire. Donc nous vous avons demandé lors du conseil municipal d'installation de nommer un adjoint au logement et à la lutte contre l'habitat indigne. Donc vous n'avez pas pris cette remarque en compte et vous avez nommé un adjoint au logement et à l'habitat. Si on a fait cette demande à ce moment-là, c'est pas juste parce qu'on avait la lubie d'un terme plutôt qu'un autre, mais c'est parce que nous souhaitions rediriger la mission de l'adjoint au logement vers la lutte contre l'habitat indigne qui, nous le savons tous, représente un véritable fléau à Nanterre.
Comme vous l'avez vu, cet hiver, des habitants de la Tour du Dal et de l'Arlequin sont restés des mois sans chauffage, sans que le bailleur n'agisse. Les immeubles de la ville sont abandonnés, les sociétés de nettoyage ne passent plus, les portes d'entrée et les interphones sont cassés et les boîtes aux lettres sont en ruine, et j'en passe. Nous devons donc ancrer les services de la ville et les politiques de la mairie dans le réel du quotidien des habitantes et des habitants. Et le logement, c'est une de leurs préoccupations principales. Pourtant, la part du budget alloué au logement reste très faible, de seulement 1,6 million, soit moins de 1% des dépenses totales, et c'est une des dépenses les plus faibles. Le logement représente dans la partie investissement 1,3 million dans ce budget, contre un investissement d'1,4 million pour la vidéoprotection, et j'y reviendrai plus tard. Dans ces 1,3 million, la lutte contre l'habitat dégradé ne représente que 160 000 € et ne se concentre que sur un projet spécifique, alors qu'elle devrait être une priorité de la ville. Nous savons que la mairie ne dispose pas de toutes les prérogatives en matière de logement. Mais cela reste avant tout votre devoir de protéger et d'accompagner les habitantes et les habitants face à des bailleurs qui les abandonnent complètement, qui refusent de leur offrir des conditions de vie dignes et qui ne les contactent que pour augmenter les charges. La mairie doit s'engager dans le rapport de force qui se joue déjà entre les bailleurs et les locataires en soutien des Nantériennes et des Nantériens. Et puis nous disposons quand même d'une marge de manœuvre. Par exemple, nous sommes censés avoir un service d'hygiène. Et je dis censé parce que les habitants n'arrivent pas à le contacter depuis des mois. Nous aimerions donc savoir ce qui se passe du côté de ce service, car il est primordial dans la lutte contre le logement indigne. Si vous n'avez pas d'autres mesures de lutte contre l'habitat indigne à proposer à ce Conseil, nous sommes bien évidemment disponibles tous les jours pour discuter de notre programme et vous donner quelques idées sur ce sujet. Il y a un autre point que je souhaiterais aborder, c'est le point spécifique que l'on retrouve dans la partie investissement du rapport du budget que vous nous avez présenté. Dans cette partie, il y a une partie prévention et nous avons remarqué un nouvel investissement de 1,4 million dans le développement de la vidéoprotection. Là, c'est l'investissement pour cette année, mais en tout, c'est un programme de 5 millions sur plusieurs années, plus les années précédentes, même s'il y a des subventions de l'État, comme on l'a remarqué. Cet investissement, en plus d'être absolument faramineux, je tiens à rappeler qu'il dépasse les investissements de la mairie dans le domaine du logement et des solidarités, n'a absolument aucun fondement. La Cour des comptes, à travers plusieurs rapports, a démontré l'inefficacité de ce type de dispositif, ainsi que les prix complètement exorbitants pour le peu de résultats. Les caméras n'apportent en moyenne des preuves permettant d'élucider des enquêtes que dans 2,8% des cas. À Lyon, pour presque 3 millions d'euros par an, ce chiffre tombe de 0,7 à 1,6%. Et à Nice, ville droitière par excellence, pour un coût qui dépasse parfois les 1,7 millions annuels, le taux de participation à l'élucidation serait de 1,2%. En plus du manque d'efficacité de la vidéoprotection, elle représente aussi un danger pour les droits fondamentaux des habitantes et des habitants de Nanterre. En effet, Amnesty International a alerté à plusieurs reprises sur l'effet dissuasif des caméras de surveillance sur l'exercice de droits, comme le droit à la liberté de réunion, d'association et d'expression. La mairie doit garantir la sûreté des habitantes et des habitants. Mais la sûreté, ce n'est pas plus de vidéosurveillance. C'est la sûreté d'avoir un logement digne, d'avoir un travail, d'habiter une ville dans laquelle sa voix compte, une ville qui respecte réellement l'environnement, qui protège les droits et les conquis sociaux, qui rend les transports accessibles à ses habitants. Et c'est pour faire tout ça que nous, la France Insoumise, on aurait utilisé ces 1,4 million d'euros. Monsieur le maire, quelle politique êtes-vous en train de mener ? Cherchez-vous réellement à tomber dans les paniques sécuritaires de la droite et de l'extrême droite et à diriger comme eux, en jouant sur les peurs pour autoriser des dépenses inutiles qui restreignent de fait les droits des habitants et des habitants de Nanterre ? Je me rappelle, non sans humour, que vous nous avez accusés au dernier conseil d'avoir des méthodes fascisantes, simplement parce que nous avons pointé du doigt l'écart entre votre discours et vos vœux antiracistes et les paroles de membres de votre majorité. Alors comment nommez-vous maintenant cette volonté de jouer sur la peur des habitantes et des habitants pour autoriser leur surveillance constante, allant de ce fait à l'encontre des recommandations des associations qui luttent pour préserver les droits de l'homme ? C'est assez marrant de recycler à chaque fois et finalement de même pas... D'ailleurs, je pense que c'était même un défaut d'apprentissage derrière sur ce qui se passe d'un conseil municipal à l'autre. C'est que quand on partage des informations, c'est aussi pour être en capacité pour nous tous collectivement de pouvoir évoluer sur les sujets. Je crois qu'au dernier conseil municipal, ici même pour la question du logement, on a évoqué la question, vous rappelez, vous nous renvoyez à la question des 1,3 million. Ce qu'on vous a rappelé, c'est qu'il y a la question de ce qu'on investit dans les travaux, mais il y a aussi ce qu'on garantit en termes d'emprunt. Et en termes de garantie d'emprunt, c'est plusieurs millions d'euros qui sont garantis en réalité, puisque se porte garant de l'ensemble des bailleurs qui interviennent sur la ville pour construire du logement. Et donc on continue de construire du logement et c'est ce que vous votez à chaque fois. Donc la garantie, si la ville devait apporter l'argent pour laquelle elle est garante, le budget même de la commune dans l'année n'y suffirait pas. Donc ne caricaturez pas, y compris parce que sur la question de l'habitat indigne, c'est bien d'appeler, de mettre un nom, de qualifier, avant même
que la force que vous représentez n'existe. À Nanterre, la lutte contre l'habitat indigne existait et s'est battue, y compris dans le centre-ville, et je reviendrai sur la question du centre-ville par rapport à votre deuxième point. Si nous ne l'avions pas fait, si les équipes qui nous ont précédés, dès les années 80-90, n'avaient pas engagé tout un travail de lutte et de résorption contre l'habitat insalubre dans le centre-ville de Nanterre, toutes les Nantériennes et tous les Nantériens n'auraient pas la qualité du centre-ville qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc la question de l'habitat insalubre n'est pas une question qu'on découvre ici à Nanterre. C'est une question sur laquelle on se bat depuis longtemps, y compris sur la maîtrise. Je ne coupe pas la parole, Monsieur Huyghe, je vous demanderai de ne pas couper la parole dans cette Assemblée. Quand on est dans le centre-ville aujourd'hui, on le voit, y compris dans la propriété sur les pieds des bâtiments, sur un certain nombre de commerces qui sont aujourd'hui propriété de la ville, qui ont permis d'assurer la qualité de cette attractivité-là, qui fait aussi le vivre ensemble de Nanterre et sa richesse. Alors si effectivement la question de la salubrité aujourd'hui pose problème, c'est que vous n'êtes pas censé ignorer qu'en matière d'insalubrité, en matière d'inspection, on est en manque aujourd'hui, et ce sur l'ensemble de l'Île-de-France, d'inspecteurs de la salubrité publique. On en a recruté, on en a qui sont partis, on a eu des départs en retraite. Il est très difficile aujourd'hui, effectivement, d'avoir des inspecteurs de la salubrité. Les postes, aujourd'hui, sont ouverts. On a aujourd'hui des équipes qui interviennent, qui assurent cette responsabilité-là à l'échelle de la ville, du mieux qu'ils le peuvent. Sur la question des traitements avec les bailleurs, nous avons, dans le mandat précédent, mis en place une cellule bailleurs pour accompagner justement l'ensemble des amicales, notamment de locataires, mais pas que, puisqu'on travaille également aussi avec les copropriétés dégradées, qui sont aussi un sujet, pour justement traiter de ces questions-là, traiter de la qualité de l'habitat. Et croyez bien que l'ensemble des acteurs, y compris, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'écrire à l'ensemble des bailleurs quand il y avait des difficultés, pas uniquement cet hiver, mais cet hiver, nous étions effectivement ensemble sur ce combat. Mais si je me rappelle, il y a quelques temps également, sur le petit Nanterre, où nous avons interpellé, j'ai même reçu les bailleurs à cet égard pour faire en sorte que les interventions et que la sécurité soient assurées. Et en vient le point de là où on parle. Moi, je suis un habitant d'un quartier populaire, d'un quartier politique de la ville. Tous ici ne peuvent pas se le targuer. Et quand vous parlez de la question de la sécurité et de l'exigence de sécurité, quand on vit dans le centre-ville de Nanterre, peut-être hors des quartiers politiques de la ville, on ressent moins le besoin d'avoir accès à cette sécurité. Parce que la demande de sécurité dans cette ville, elle n'est pas portée prioritairement hors des quartiers populaires. Elle est demandée dans les quartiers populaires. C'est une exigence. Si vous aviez été avec nous il y a quelques mois à Gorky, vous l'auriez mesuré aussi, avec les parents, avec le besoin aussi d'être réassurés. Nous interpellons parce que la sécurité publique est d'abord l'affaire de l'État et donc doit d'abord être rendue par l'État, mais il est nécessaire aussi d'avoir un certain nombre de moyens pour sécuriser nos habitants. Nous avons y compris quelques équipements comme l'Arena qui posent des soucis, parce qu'on parle de la qualité dans les logements, mais je parlerai aussi ici de la qualité sur l'espace public. Quand on a des occupations de l'espace public par du stationnement sauvage, là aussi ça pose des difficultés, là aussi ça nécessite une réaction, une intervention de la part de la municipalité pour éviter les nuisances quand les habitants ne peuvent pas sortir de chez eux ou y rentrer. Donc les caméras de sécurité, de surveillance, de vidéoprotection, quel que soit le terme qu'on emploie, elles sont utiles aussi à cela. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ce n'est pas la base de tout. Et je ne peux pas laisser effectivement avoir une caricature de ce qui est la sécurité dans une ville, y compris de l'usage de la vidéoprotection. Vous avez pris l'exemple de villes qui sont bien différentes des nôtres quand vous évoquez Nice. Mais même si vous faisiez le tour des villes voisines, vous verriez bien d'autres villes aussi où les niveaux d'équipement n'ont aucune commune mesure avec ce qu'on fait à Nanterre. Ici, à Nanterre, on travaille sur l'implantation des caméras et Nesrine Rezag, adjointe à la sécurité dans le précédent mandat et qui a toujours cette délégation aujourd'hui, pourrait en parler. Tout le travail qui est mené, y compris avec les forces de sécurité, sur la sécurisation des espaces, la réappropriation aussi d'un certain nombre d'espaces publics de notre ville. Ça, c'est pour les questions de sécurité et de logement. Puisque
Il ne faut pas rentrer à chaque fois dans les détails, mais Monsieur Vaudot, vous avez souligné une ligne et 9 millions, ce n'est pas une paille, et donc ça nécessite quand même que vous puissiez avoir une réponse sur ce point, même si la méthode de vouloir découper ligne à ligne un rapport budgétaire, ça fait quelques années que je peux les voir et les lire. On peut s'amuser à l'exercice en séance pour montrer un jeu d'exercice et on voudrait faire croire que la ville n'est pas tenue ou que la ville n'est pas gérée dans son budget. Au-delà de l'insulte, derrière les mots où on félicite les agents de la ville, moi je voudrais les saluer pour une chose encore complémentaire, c'est que le travail n'est pas reconnu que par les élus pour satisfaire les agents, il est aussi reconnu à l'extérieur, puisque la direction départementale des finances publiques a salué le travail qui était mené en termes d'élaboration à la fois des budgets prévisionnels, de notre budget, mais également sur nos comptes administratifs. Parce que le travail, et je voudrais les saluer pour tout le travail qu'ils effectuent, comme l'ensemble des agents de la ville qui sont au service des Nantériennes et des Nantériens pour apporter du travail. Souvent dans des conditions qui peuvent être très difficiles, parce qu'on sait le manque de personnel à la petite enfance, on sait le manque de personnel à la police municipale, on sait les difficultés qu'on a au service de salubrité. Et dans un certain nombre de points comme ça, je pourrais détailler les difficultés qu'on peut avoir pour le recrutement des personnels. Mais effectivement, quel que soit, point par point, là où ils sont à la tâche, tous les jours, toute l'année, y compris quand ça vente, quand ça neige, la nuit. Toutes nos équipes, elles sont là, et le service public, au-delà des mots et des postures, il est au service des Nantériennes et des Nantériens, et il assure ce service auprès des Nantériennes et des Nantériens. Les 9 millions, c'est les subventions qui sont versées par la caisse d'allocation familiale. Il se trouve malheureusement que la nomenclature M57, dont finalement ce sera le fil rouge peut-être de cette séance, ne le prévoit pas. Et donc du coup, dans la continuité, on n'a pas effectivement l'inscription, mais ça correspond effectivement au reversement CAF qui était à hauteur de 8,3 millions en 2025 et qui sont à hauteur de 9,4 millions pour cet exercice. Et je remercie les équipes de m'avoir ressorti les chiffres en séance, puisqu'on l'a eu vendredi, on aurait pu vous répondre immédiatement, mais vous voyez là encore la réactivité des équipes quand elles sont présentes sur le terrain. Voilà. Et sur l'enveloppe, parce que je pense que ça n'a peut-être pas été assez rappelé, il y a effectivement la nécessité de solidarité avec le FPIC, notamment avec le FSRIF, où la ville contribue parce on avait effectivement une contribution importante des entreprises, mais on a aujourd'hui des situations qui sont compliquées. Je pense notamment à la dotation de compensation sur la taxe professionnelle, dite DCRTP, qui commence à être en baisse dès cette année. Cette baisse-là, elle va se prolonger dans les années qui viennent. Et pour nous, c'est aussi une baisse qu'il faudra combattre, il faudra également la prendre en compte, comme la contribution foncière des entreprises pour laquelle on a la nécessité de pouvoir aussi avoir un retour pour nous sur investissement, en tout cas de récupérer l'argent des Nantériennes et des Nantériens pour pouvoir en disposer. Parce que quand on découpe le budget, on peut annoncer 420 millions d'euros. Mais je prends sur la section de fonctionnement 299,7 millions d'euros. Mais derrière, il n'y en a que 235 millions pour la ville de ces dépenses. C'est 235 millions, puisque vous enlevez les 65 millions qui partent dans tous les prélèvements imposés, notamment la péréquation ou le versement à Paris-Ouest La Défense. Donc c'est ça aussi la réalité de notre territoire. Et c'est pas pour enfoncer un clou tout à l'heure dans la comparaison avec Boulogne. Boulogne, 120 000 habitants, 15% de logements sociaux, 40% de moins qu'à Nanterre. Donc effectivement, au-delà d'être une commune hors la loi en matière de logement, elle n'a effectivement pas du tout les mêmes contraintes qu'une ville comme Nanterre. Donc c'est à méditer parce que, en tout cas, le modèle de Boulogne n'est pas celui que nous partageons ici à Nanterre, avec toute l'affection que je peux porter à M. Baguet. Je vous remercie.